Alors, VR2 Planet, François Stivet, vous êtes lancé dans le projet avec l'équipe du LPG. Comment vous vous y êtes pris et puis à quoi ça vous sert? Alors, moi je suis arrivé, ça fait 3 ans que je suis arrivé à Nantes maintenant. Quand je suis arrivé, Stéphane Lemoyne, à côté de moi, venait d'acheter le premier Oculus Rift, Oculus Rift DK1, et se demandait déjà comment il pourrait intégrer les données de Mars dans l'Oculus Rift pour s'immerger d'une façon un peu différente de celle dont il avait l'habitude. Savoir que aujourd'hui, encore aujourd'hui, la seule façon de regarder les données de planétologie, c'est sur un écran 2D, éventuellement en faisant un peu de 3D avec des logiciels professionnels qui sont quand même pas forcément faits pour ça. Donc l'idée c'était de s'immerger totalement dans les données de planétologie, et pour ça on a utilisé les technologies de jeux vidéo, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'elles étaient aujourd'hui, avec l'émergence des nouvelles technologies informatiques qui nous permettent de mettre énormément de données dans les ordinateurs, avec des ordinateurs de plus en plus puissants, ça nous a permis en fait de construire un jeu vidéo autour des... Enfin un jeu vidéo c'est un grand mot, mais une application de visualisation et de rendu immersif des données de planétologie. Et donc c'est ça qui nous a motivés. C'est comme ça qu'on a commencé. Alors au début c'était des tout sautements vers la réalité virtuelle. Au début on avait une feuille de papier calque posée derrière une vitre et on projetait par derrière avec un vidéoprojecteur, et puis petit à petit on a développé notre application, et aujourd'hui on en est rendu à l'application qui est présentée vers tout Planète, vers tout Mars. Et donc pour ceux qui sont venus nous voir, l'immersion est plutôt pas mal. Alors on vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est pas pour un usage grand public, mais ça le fait quand même. Alors, nous, on voulait cette application, on voulait au début qu'elle soit uniquement pour les scientifiques. On voulait pouvoir immerger les scientifiques dans leurs données, qu'ils voient... C'est pas pour jouer à Seul sur Mars. C'est pas pour jouer à Seul sur Mars. Donc on a intégré divers outils de traitement, en tout cas d'interaction avec le monde virtuel, pour pouvoir prendre des mesures sur le terrain, des mesures de coordonnées, des mesures d'altitude, des mesures de pendage. Et puis en fait on s'est rendu compte que cet outil en fait il était à la fois scientifique, et puis vraiment il y avait une portée éducative très importante, puisque on était capable d'emmener plusieurs personnes en même temps dans les données, et puis de les immerger totalement dans le monde martien, et en plus donc avec une manette de jeu vidéo, donc ce qui nous permet d'être dans un environnement avec des déplacements extrêmement fluides. Et puis ça a beaucoup plu aux enfants des personnes du laboratoire quand ils sont venus tester, et puis c'est parti comme ça. Et en fait maintenant on fait des expositions. Donc on était présent il y a un mois pour l'exposition Voyage planétaire qui était organisée par notre laboratoire. On a amené la cave pour la première fois, on l'a présenté au public, et ça a été un succès total. On était très, très heureux de voir les gens repartir avec le sourire aux lèvres, des yeux écarquillés, parce qu'on les avait emmenés sur Mars. Et donc on revient aujourd'hui parce qu'on a été très généreux. Alors Mars, c'est quand même une planète particulière du point de vue de l'imaginaire. On se projette beaucoup sur Mars. Culturellement, énormément de livres de science-fiction ont été écrits sur Mars. On a aussi, les scientifiques ont beaucoup fantasmé, les scientifiques et les autres, sur l'éventualité de trouver de la vie sur Mars. On y est encore beaucoup en parlant de trouver de l'eau sur Mars. Ça fait rêver quand même, Mars. Est-ce que c'est lié au succès que vous avez rencontré? Je pense que Mars fait rêver depuis bien longtemps pour des raisons, on va dire, presque historiques. Ce point rouge qui se balade dans le ciel a été repéré depuis l'Antiquité, et c'est quelque chose qui fait rêver. Je pense que ça a pris beaucoup d'ampleur au XIXe siècle, avec l'affaire des canaux martiens par exemple, ou avec les premiers télescopes. Certains astronomes ont pensé voir des traits rectilignes qui connectaient des régions sombres et des régions claires. Et là, on était à l'époque du percement des grands canaux, canal de Suez, canal de Panama. Et les scientifiques à l'époque imaginaient, on trouve ça dans les livres de Camille Flammarion par exemple, un astronome qui était un grand vulgarisateur de l'astronomie,
on trouve des descriptions incroyables de cette intelligence sur Mars qui a résolu le problème de l'irrigation en fabriquant des grands canaux comme ça à l'échelle de la planète. Ça a nourri l'imaginaire ensuite avec les romans de H.G. Wells, là où la science-fiction nous apporte souvent un soutien énorme pour créer un engouement pour cette exploration, donc avec des romans comme les romans de Wells. Et puis après, on pourrait presque dire que Mars est peut-être devenue décevante, puisque une des premières missions spatiales qui a réussi à aller jusque-là, c'est quand même compliqué, on n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup d'échecs aussi dans les missions martiennes. Les premières images qu'on a vues, ça ressemblait à une surface aride, qui ressemblait à la Lune, avec des cratères partout, quelque chose de beaucoup moins finalement idyllique et prometteur que ce que l'imaginaire collectif pouvait nous promettre. Et ce que l'on voit maintenant avec le luxe de détails que l'on a avec Curiosity ou les sondes, c'est quelque chose que je trouve absolument magique, mais je parlerais, comme pour paraphraser certains astronautes, d'une magnifique désolation. Quelque part, on reçoit des images de Mars, au labo on en a tous les jours, on a un métier qui est sympa, hein, le matin on regarde les mails, hop, ça y est, dernières images de Mars, mais il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas j'avais l'espoir au début de voir un fossile de trilobite, on n'a pas trouvé. C'est une planète extrêmement aride. Donc on est dans l'imaginaire, on est dans la conquête d'un monde qui est un monde quand même très hostile. Donc voilà, mais c'est pas parce qu'il est hostile qu'on va pas y aller. Jean-Sébastien Steyer, vous êtes un homme de terrain, vous allez fouiller en Afrique, dans des endroits reculés un peu partout, exotiques sur la Terre. Ça vous plairait d'aller fouiller sur Mars pour trouver des fossiles? Je signe demain. Oui, oui. Effectivement, je pense, alors je ne suis pas exobiologiste, mais je pense qu'on a plus de chances de trouver des martiens fossiles que des martiens vivants. Mars, effectivement, a toujours titillé l'imaginaire. Il faudrait voir en termes de bibliographie dans la science-fiction. Peut-être que finalement le terme martien est apparu avant le terme extraterrestre. Bon, à vérifier, mais vraiment pour bien appuyer l'importance scientifique et imaginaire de la planète Mars. Pour revenir sur l'outil immersif, c'est un outil effectivement qui aide les scientifiques, ce qui n'empêche pas le côté aussi pédagogique, voire ludique. Mais je pense que si on pouvait disposer de cet outil-là pour les autres exoplanètes, si on peut, bien sûr, en fonction du type de données qui nous arrivent sur Terre, on pourrait mieux réfléchir à des formes de vie possibles en fonction de la géologie, on en a parlé déjà, en fonction des conditions planétologiques en général, du type de relief, du type de roche, de la géomorphologie, enfin de tous ces paramètres-là qui finalement influencent la vie. On voit bien sur Terre, quand on fait un petit peu de paléontologie, que le paysage et notamment la tectonique des plaques, quand il y en a une, alors c'est le cas sur Terre, c'est un certain type de tectonique de plaques qui est finalement assez actif, assez rapide, mais la tectonique de plaques a joué sur l'évolution de la vie et peut-être que sur les autres planètes, les autres exoplanètes, le paysage en général, alors tectonique ou pas, mais influence aussi la vie possible.